C'est pas un ours polaire ni un pisli, c'est un renard arctique. Et je vais vous parler des enjeux de la biodiversité arctique, puis je vais le faire en deux parties. Je vais d'abord passer un peu de temps à vous expliquer le genre de recherche que je fais dans l'Arctique canadien. Ça me permettra de vous montrer des photos du terrain et puis d'ancrer la présentation dans du concret. Et puis ensuite, je parlerai de manière plus générale de la biodiversité arctique, des pressions qui pèsent sur cette biodiversité et puis des enjeux qui la touchent. Puis je finirai avec la question du titre du colloque, quel avenir pour l'ours polaire? Alors, je suis chercheur à l'Université du Québec, à Rimouski, sur les rives du Saint-Laurent, mais une bonne partie de mes recherches depuis plus d'une dizaine d'années se déroule dans l'Arctique canadien. Donc, je vais commencer avec une carte pour vous situer les choses. Et vous reconnaissez à l'ouest du Groenland la terre de Baffin, ici. Et puis, cette île, l'île Bylot, qui est quand même une très grande île, qui fait plus de 150 km de long. Et c'est celle où j'étudie les renards arctiques et, comme on le verra, l'ensemble de l'écosystème depuis déjà d'assez nombreuses années. Alors, l'île Bylot, vous la voyez ici, c'est une île qui est surtout recouverte de montagnes, de glaciers. En fait, elle fait partie de la cordillère arctique qui s'étale dans tout l'est de l'Arctique canadien. Et puis, il y a une plaine au sud de l'île qui n'est pas sous la glace et où il y a beaucoup d'oiseaux migrateurs. Il y a une vie quand même assez abondante et où, entre autres, il y a une population de renards arctiques qui est assez intéressante parce que les individus ils sont assez nombreux. Alors, voici une image de l'île Bylot avec, vous reconnaissez les montagnes et puis les glaciers au fond de la photo. Et puis ici, une station de recherche du Centre d'études nordiques qui est un centre dédié à la recherche nordique au Québec. Nos installations ici qui sont assez récentes et puis les tentes dans lesquelles on dort quand on est à la station, une barrière électrique autour qui nous permet d'éviter que les ours polaires trop curieux viennent nous déranger dans nos tentes. Et puis plusieurs de mes collègues ici, alors on a chacun une spécialité qui peut être les mammifères, les oiseaux, les plantes. On est tous des chercheurs en écologie, mais on travaille de manière en collaboration très étroite pour bâtir une image assez générale du fonctionnement de la toundra et de la biodiversité locale. Et je vais commencer par vous parler des recherches que je fais avec mes étudiants sur les renards arctiques. Bon, des photos très classiques, des techniques de terrain très variées que l'on utilise, les captures, le marquage, et puis toutes les technologies électroniques qu'on utilise maintenant pour suivre les animaux, pour les étudier. Et alors, on utilise toutes ces techniques-là. Et puis, lorsque on n'est pas à la station de recherche, on travaille dans des petits camps comme celui-ci qui sont dispersés sur l'île de manière à pouvoir observer les renards et puis les étudier autour de leur tanière. Donc, sur toute la zone d'étude qui est dans cette plaine dépourvue de glace dont je vous parlais auparavant, c'est une zone d'étude qui fait 600 km² et je connais environ une centaine de tanières de renards arctiques. Donc, ce sont ces tanières que j'étudie année après année. Et lorsqu'on arrive, cette année, je vais y aller à peu près vers le 10 mai. Tous les ans, mon équipe arrive vers le 10 mai. Et tout est recouvert de neige. Donc, on circule à motoneige et on fait le tour de toutes les tanières de renards arctiques, voir lesquelles sont actives, où est-ce qu'il y a de l'activité. Et puis ensuite, pendant tout l'été, on concentre nos recherches aux endroits où les renards se reproduisent. Alors, une des techniques que l'on utilise, ce sont des appareils photo automatiques. Alors, vous en voyez un ici qui est situé, qu'on a placé au début du mois de mai sur une tanière, et on en place toujours deux. Donc, il y en a un qui a pris la photo et l'autre qui a été pris en photo. Et ce sont des appareils qui sont déclenchés par des rayonnements infrarouges. Donc, à chaque fois qu'un animal passe, cet animal est pris en photo. Et ça nous permet de récolter des millions vraiment de photos, ce qui prend beaucoup de temps après à visualiser, mais ce qui nous permet de voir tout ce qui se passe pendant un été. Vous voyez un renard ici. Vous voyez la date en haut à gauche. On est à la fin du mois de mai. Un renard qui arrive à sa tanière ou peut-être qui en repart, qui est encore en pelage d'hiver. Et ça va me permettre de vous montrer quelques photos des différentes espèces que l'on voit. Ici, un loup arctique, c'est par contre beaucoup plus rare, mais il y en a de temps en temps qui passent sur l'île Bylot. Juste pour le plaisir des oies des neiges, il y a plus de 25 000 couples d'oies des neiges qui nichent sur cette île-là, qui hivernent aux États-Unis, qui passent au Québec à la fois au printemps et en automne. C'est d'ailleurs un des sujets d'études très importants sur l'île Bylot. Plus tard dans l'été, au début juillet, des renardeaux qui jouent sur la tanière. Ici, ce sont des croix que l'on fait avec des lattes de bois pour trouver les tanières de loin quand on marche ou quand on circule en motoneige.
Alors, quelques renardeaux qui sortent de la tanière. Et puis ici, un corbeau en visite, donc le renard et le corbeau. Et on devine aussi d'ailleurs un appareil photo au fond à droite. Et puis un lièvre arctique. Alors là, on est à la mi-juillet, donc les lièvres sont dans leur pelage d'été, ils sont en train de finir de muer. Et puis de temps en temps, un ours polaire, c'est quand même pas très fréquent, mais lorsque ça arrive, que les ours passent dans l'aire d'étude, vous voyez, on est dans la deuxième quinzaine de juillet, c'est toujours à la fin de juillet ou au mois d'août, parce qu'auparavant, ils sont sur la banquise, mais quand la banquise disparaît, on les voit un peu plus souvent sur l'île. Puis ça, c'est une belle photo parce que j'aime bien l'indifférence qu'elle reflète. C'est un peu l'attitude que les ours ont envers nous lorsqu'on est sur l'île. Et donc, vers la fin du mois de juillet, ici, on est aux alentours de l'île Bylot. La banquise commence à se disloquer. Au début, la neige au-dessus de la banquise commence par fondre, donc ça commence à être difficile de circuler en motoneige. On est toujours tout mouillé et puis ça commence à être dangereux également. Mais la banquise est encore présente et on ne peut pas se déplacer en bateau. Donc, c'est un moment où les Inuits voyagent beaucoup moins lorsqu'on arrive en fin juillet ou vers le mois d'août. Une autre photo ici, et vous voyez au fond le village de Pond Inlet, qui est le village le plus proche de l'île Bylot, avec une communauté de à peu près 1500 Inuits, si je me souviens bien. Et les gens du village sont, pour un grand nombre, très actifs. Ils chassent beaucoup et ils vont beaucoup sur le terrain. Donc, ils connaissent très bien tout cet environnement que nous, on étudie avec un œil de scientifique. Alors, là où je voulais en venir avec ces différentes photos, c'est que la biodiversité, c'est beaucoup plus qu'une liste d'espèces, c'est vraiment un réseau. Et là, je ne parle même pas des gènes, qui sont une composante très importante de la biodiversité, mais chacune des espèces qui constituent un écosystème, on ne peut pas la comprendre sans les relations qui lient les espèces les unes aux autres. Et ces relations, ce sont toutes sortes de relations, mais entre autres les échanges d'énergie et puis d'éléments nutritifs qui circulent dans le réseau alimentaire par la prédation, par l'herbivorie et ainsi de suite. Et lorsqu'on étudie une espèce, vous voyez les renards arctiques sont quelque part en haut, c'est un prédateur, mais immédiatement, on n'a pas le choix d'étudier les autres espèces qui sont ou bien des proies ou bien des compétiteurs. Et de fil en aiguille, on est amené à étudier l'ensemble du réseau. Mais c'est une tâche quand même difficile parce que ça demande énormément de mesures, énormément de travail. Mais c'est une tâche quand même beaucoup plus facile dans l'Arctique que ça ne l'est, par exemple, dans un milieu tropical, parce qu'ici, le nombre d'espèces est beaucoup plus réduit. Et on peut plus facilement identifier quelles sont les espèces qui jouent un grand rôle dans les échanges de matière et d'énergie dans le système. Alors, parmi les travaux que l'on fait, on quantifie ces échanges-là et sur cette modélisation ici, on voit les flèches qui sont en traits plus ou moins épais et puis qui indiquent la force des interactions, donc les flux d'énergie qui sont plus ou moins importants suivant la taille des flèches. Mais c'est une modélisation qui est basée sur des données qu'on a recueillies au fil des ans depuis presque 2 décennies. Et ce travail que l'on fait sur l'île Bylot, eh bien, il se fait dans d'autres endroits autour de l'Arctique également. Et suite à l'année polaire internationale qui avait eu lieu il y a quelques années, on a beaucoup structuré et harmonisé nos méthodes pour que ce que l'on fait sur l'île Bylot soit fait d'une manière assez semblable, par exemple au Yukon, sur l'île Herschel, ou bien à Svalbard, ou à quelques sites en Russie, ou bien encore au Groenland. Évidemment, ce n'est jamais tout à fait pareil, mais on a assez fait de standardisation pour pouvoir comparer ces différents réseaux. Et là, ça nous amène à un niveau d'intégration beaucoup plus important parce qu'on est capable, et je ne vais pas détailler, mais on est capable d'apporter des premières réponses à des questions, par exemple, comme quel est le rôle du climat pour le nombre d'espèces, ou bien la taille des espèces, ou bien la proportion relative d'herbivores et de prédateurs, ou bien la force des flux entre les espèces. Donc des questions qui ne sont plus au niveau de la population ou de l'espèce, mais vraiment au niveau de l'écosystème et des relations entre les espèces. Évidemment, ce réseau alimentaire dont je viens de parler, c'était le réseau terrestre, le réseau de la toundra. Moi, je suis un spécialiste des mammifères terrestres et maintenant, je m'intéresse à des questions plus vastes, mais il reste que c'est quand même le réseau terrestre. Et là, la même chose peut se faire en milieu marin. Et le renard arctique est intéressant parce qu'il se trouve dans les 2 écosystèmes. Et ça nous a amené, au fil du temps, à travailler à un niveau d'intégration encore plus grand, qui est celui des échanges entre les écosystèmes, puisque l'écosystème de la toundra n'est pas indépendant de l'écosystème marin, et aucun des deux n'est indépendant d'écosystèmes qui sont situés ailleurs dans le monde.
il y a des échanges, par exemple via les oiseaux migrateurs, à travers tous ces écosystèmes-là. Alors c'est ce qu'on essaye d'étudier, mais on est vraiment un peu à la frontière des connaissances. C'est quand même difficile d'étudier ce genre de questions-là, mais c'est extrêmement important, puis on va le voir un petit peu plus tard quand on parlera des enjeux de la biodiversité. Alors pour illustrer ce que je viens de dire à propos des échanges entre les écosystèmes, vous voyez en haut, bon, j'ai un pointeur, mais je ne l'ai pas pris, un renard en pelage d'été avec un collier Argos. Et puis à gauche, un renard en pelage d'hiver. C'est une photo que j'avais prise au mois de mai sur l'île Bylot. Et vous voyez que le menton est plein de jaune, c'est assez sale. En fait, c'est de la graisse de phoque. Et quand on a de la graisse de phoque sur ses bottes ou sur les vêtements, c'est très dur de l'enlever. Et c'est la même chose pour les renards. Alors, l'île Bylot, ici, on voit une partie de l'île Bylot. Certains renards sont territoriaux, mais d'autres vont en mer assez souvent, en fait sur la banquise assez souvent. Et ici, il y avait probablement de la nourriture qui a fait que plusieurs renards sont allés se nourrir à cet endroit-là. On ne sait pas comment ils savent qu'il y a de la nourriture à un endroit donné, mais ils peuvent se déplacer parfois tous au même moment, assez loin pour aller chercher de la nourriture. C'est une des surprises qu'on a eues quand on a étudié les déplacements des animaux. Et vous voyez ici, l'île Bylot est située juste ici, et on a l'ensemble du Nunavut, avec même le Groenland ici. Et certains individus, là, ce sont quand même des mouvements parmi les plus grands, se déplacent à des distances très, très grandes. Même parfois, ils peuvent revenir, parfois même à leur tanière, ou bien ils s'en vont, ils se font capturer, ou bien ils restent à un endroit nouveau. Parfois presque jusqu'à l'Alaska, ici au Yukon. Donc des mouvements très, très grands. Et d'ailleurs, il y a une présentation ce matin ou hier, ce matin, je pense, qui parlait des mouvements des ours polaires et qui disait que certains sont pélagiques et d'autres ne le sont pas, et on trouve un peu la même chose. Et les Inuits, d'ailleurs, nous l'avaient dit. Je vais y revenir dans un instant. Ben, voilà, tout de suite. Les travaux qu'on fait avec les renards arctiques, on fait beaucoup d'efforts pour non seulement les communiquer avec les gens, par exemple, de Point Inlet, mais pour que la communication se fasse dans les deux sens. Donc, on travaille avec eux pour comprendre leurs propres connaissances et pour intégrer la science et les savoirs locaux, ou ce qu'on appelle aussi les savoirs traditionnels. Et donc, lorsqu'on avait fait ce travail-là, c'était une de mes étudiantes qui avait travaillé avec 21 membres de la communauté de Pond Inlet. Il y avait beaucoup d'aînés, des chasseurs, mais pas seulement des chasseurs. Et parmi toutes les choses qu'il nous avait dites, justement, il nous avait dit qu'il y a des land fox et des sea fox, des renards terrestres et des renards marins. Et moi, je n'avais jamais entendu parler de ça avant. Mais on s'est rendu compte qu'effectivement, on retrouvait un peu ce genre de dichotomie quand on étudiait nos renards. Et je vais y revenir aussi un petit peu plus loin à ces échanges qu'on a avec les communautés inuites. Mais il y a une certaine pression politique pour faire ce genre de travail-là. Mais il y a aussi, en fait, ça découle un peu du bon sens de travailler sur place avec les gens qui sont là toute l'année et depuis des décennies, quand, comme scientifique, on est là pendant quelques semaines ou quelques mois, et surtout depuis quelques années seulement. Alors voilà, maintenant que j'ai fait un tour d'horizon très rapide des recherches que je fais dans l'Arctique canadien, je vais vous parler de manière plus générale de la biodiversité arctique. Et du fait de mes recherches, j'ai été amené à travailler sur un gros rapport qui s'appelle le Arctic Biodiversity Assessment, qui est paru il y a quelques mois, dont la version finale est parue en 2013. C'est un rapport qui avait été commandé par le Conseil de l'Arctique. Et le but de ce rapport, c'était de demander ou d'amener les scientifiques du monde entier à faire une synthèse de l'état et des tendances de la biodiversité de l'Arctique. Alors, ce gros rapport, c'est un peu l'équivalent dans la structure et dans la mise en forme du rapport de ce que fait par exemple le GIEC, mais à une échelle quand même moins grande. Et puis, on a fait des rapports beaucoup plus synthétisés et également un rapport pour les gestionnaires et les preneurs de décision. Donc, je vais me baser maintenant sur ces rapports pour faire un état des lieux des pressions qui s'exercent sur la biodiversité arctique et également pour en retirer certains des enjeux importants. Alors, l'ours polaire, c'est une espèce, mais il y a plus de 20 000 espèces que l'on connaît dans l'Arctique. Et il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas, surtout dans les toutes petites espèces qui intéressent moins de monde. Donc, il y a quand même beaucoup d'espèces dans l'Arctique, et c'est l'ensemble de ces espèces, évidemment, qui fait la biodiversité. Et les enjeux qui touchent à la biodiversité de l'Arctique concernent toutes ces espèces, pas juste l'ours polaire. Je vais passer en revue quelques-unes des caractéristiques de la biodiversité arctique. Bon, la première, c'est quand même qu'on a une faible richesse spécifique. Sur cette carte ici, qui illustre le nombre
d'espèces dans différentes zones terrestres de la planète. Les couleurs les plus claires sont celles qui montrent les endroits où il y a le moins de biodiversité. Et vous voyez, les zones polaires, quand même, sont des endroits comme les grands déserts ou les hautes montagnes, sont des endroits où il y a beaucoup moins d'espèces. Ça ne veut pas dire que c'est vrai pour tous les groupes exactement. Là, on voyait David qui nous montrait que les oiseaux marins sont quand même très abondants, même parfois plus que dans les milieux équatoriaux. Puis il y a d'autres groupes comme les lichens ou d'autres, mais d'une manière générale, il y a beaucoup moins d'énergie disponible dans les écosystèmes, beaucoup moins de productivité primaire, de photosynthèse, et puis moins d'espèces capables de survivre dans un milieu donné. On obtient à peu près la même chose en milieu marin. Vous voyez, quand on va vers le nord, le nombre d'espèces diminue. Alors ça, c'est la première caractéristique. La deuxième, c'est quand même une biodiversité qui est très spécialisée. Et là, j'ai mis beaucoup de photos d'un certain nombre d'espèces. Il y a la blancheur et la fourrure un peu qui sont un dénominateur commun parce que, en raison des basses températures, c'est quand même un défi pour la vie de se développer sous ces latitudes. Et puis, il y a des spécialités au niveau physiologique, au niveau comportemental, morphologique, qui sont communes à beaucoup d'espèces et puis qui rendent cette biodiversité différente de ce que l'on retrouve dans d'autres endroits de la planète. C'est une biodiversité qui a un caractère circumpolaire. Donc, la plupart des espèces, ce n'est pas vrai pour toutes, mais disons, beaucoup d'espèces, on les retrouve partout dans l'Arctique, pas juste dans le nord de la Scandinavie ou au Groenland, mais il y a peu d'endémisme régional. Les espèces ont une répartition qui est très circumpolaire. Et c'est aussi une caractéristique importante, très différente, par exemple, de ce qu'on pourrait dire pour la biodiversité équatoriale, par exemple. C'est une biodiversité qui vit dans des milieux quand même encore peu perturbés. Et vous voyez ici un diagramme qui provient de l'évaluation des écosystèmes pour le millénaire, où on voit pour un certain nombre de grands biomes la proportion des terres qui ont été transformées par les humains pour usage agricole ou pour l'urbanisation. Et vous voyez que la toundra ici, c'est de loin le biome qui a été le moins transformé. On n'a pas utilisé les terres parce qu'on ne peut pas y faire de l'agriculture. Et il y a peu de gens qui y vivent, il y a très peu d'urbanisation. Et c'est une caractéristique encore qui est quand même assez unique pour de la biodiversité arctique. C'est une biodiversité alimentaire dans le sens où les espèces animales servent beaucoup pour l'alimentation des humains. Et là encore, c'est un peu différent dans beaucoup d'autres endroits du monde. Mais dans l'Arctique, on le sait tous, c'est pour les peuples de l'Arctique, la nourriture qui vient des espèces sauvages est très importante. Et puis, c'est une biodiversité qui a de nombreuses valeurs. Toutes les biodiversités de toutes les régions ont ces types de valeurs-là, mais chacune de ces valeurs, culturelles, esthétiques, spirituelles, elle a des caractéristiques propres quand on se trouve dans l'Arctique. Au niveau scientifique, j'en disais un mot, on peut tester des hypothèses dans l'Arctique qui sont très dures à tester ailleurs, donc c'est une valeur scientifique qui est propre. Au niveau écologique, eh bien, les grands cycles géochimiques que l'on observe à la surface de la planète dépendent en partie de la biodiversité de l'Arctique. Au niveau économique, évidemment, il y a des espèces qui jouent un grand rôle localement, mais aussi parfois à une échelle plus grande. Et puis en termes culturels, esthétiques, spirituels, pour les peuples du Nord, cette valeur-là est énorme, mais ça dépasse grandement les peuples du Nord. C'est pour ça qu'on a à Paris un colloque sur l'ours polaire, parce que c'est une espèce qui a une valeur esthétique, c'est certain, mais aussi culturelle un peu partout dans le monde. Alors, maintenant qu'on a passé en revue certaines de ces caractéristiques, de ces spécificités, on va aller voir un petit peu plus dans les détails l'état et surtout certaines tendances qui caractérisent la biodiversité arctique. Et je vais y aller avec un certain nombre de pressions, celles que l'on a individualisées dans le Arctic Biodiversity Assessment, qui sont celles qui sont les plus fortes en ce moment sur la biodiversité arctique. Et souvent, on retombe un peu sur des catégories qui sont bien connues, l'exploitation des espèces, le climat et son changement, l'industrialisation, l'arrivée de nouvelles espèces, le transport des contaminants et l'acidification des océans. En fait, on a parlé de tous ces points déjà depuis le début du colloque, mais je vais les passer en revue pour faire un résumé. Et puis à la fin, je vais essayer d'extraire ceux qui sont vraiment les plus importants, qui ressortent comme étant les pressions les plus fortes. Bon, l'exploitation des espèces, ça a été un gros problème dans l'Arctique, par exemple. L'exploitation des baleines a été absolument a décimé beaucoup de populations. Mais aujourd'hui, on peut dire, pour généraliser, que ce n'est plus un gros problème. Il y a toujours des exceptions, mais d'une manière générale, les systèmes de gestion fonctionnent assez bien. Il y a
très peu de populations qui présentent des gros problèmes dus à l'exploitation humaine. Peut-être que ça peut changer dans l'avenir, on peut penser au développement de la pêche commerciale par exemple, mais en ce moment c'est un problème qui est en bonne partie contrôlé. D'ailleurs, il y a certaines populations, par exemple la baleine boréale en mer de Beaufort, qui semble monter en ce moment. Et l'hypothèse, c'est qu'après la chute drastique des effectifs dans les siècles derniers, on a maintenant un rebondissement assez lent, mais assez constant de cette espèce-là. Et probablement qu'on observe la même chose pour d'autres espèces de mammifères marins. Le climat, je ne vais pas en parler de manière très détaillée, parce qu'on en a beaucoup parlé dans la plupart des présentations, mais c'est clair que c'est une pression de changement qui est énorme. Et ce graphique-là est bien connu, c'est la diminution de l'étendue de la banquise lorsque sa superficie est minimale à la fin de l'été en septembre. Et la chute drastique de l'étendue de la banquise dépasse de loin toutes nos projections. Et c'est vraiment un des changements très, très importants en ce moment qui est en train de se dérouler. Mais en fait, la même chose est en train de se passer avec la neige. C'est-à-dire que quand on regarde l'étendue des surfaces occupées par la neige, que ce soit à la fin de l'hiver, quand c'est l'étendue maximale, ou à la fin de l'été, à l'étendue minimale, là aussi, on a une chute très, très rapide dans l'hémisphère nord. Et en été, on a de moins en moins de neige dans l'Arctique. Le changement du climat a beaucoup de ramifications, d'effets directs et d'effets indirects. Par exemple, cette photo vient du nord du Québec et les lacs que vous voyez ici, beaucoup d'entre eux n'étaient pas là il y a 20 ans ou 30 ans. On les appelle des lacs de thermocaste. C'est le pergélisol, ce qu'on appelle le permafrost en France, le pergélisol au Québec. Et lorsqu'il est riche en eau, et quand il se réchauffe et puis qu'il dégèle, c'est plus qu'un dégel, c'est vraiment une fonte. Et on a, dans certains endroits, comme ici par exemple, on peut avoir vraiment un effondrement. Et toute la végétation s'effondre parce que le sol devient liquide et puis on a une mare qui se fait à la place. Et évidemment, pour la biodiversité régionale, c'est un changement complet dans la structure, le fonctionnement, les échanges d'éléments. On a parlé aussi des émissions de méthane, mais c'est un élément parmi d'autres. Il y a un énorme changement en termes de biodiversité. Un autre exemple, c'est celui de ce qu'on appelle en anglais la shrubification, en français l'embuissonnement. Et vous voyez ici deux photos. Et si vous regardez par exemple le A en haut, c'est une petite zone de buisson. Et la même, 30 ans plus tard, qui s'est beaucoup étendue. Et on voit dans le bas arctique, les bouleaux glanduleux par exemple, dans le haut arctique, les saules, qui sont en train de prendre beaucoup d'expansion. Et à cause du réchauffement. Et ça a des impacts très très profonds parce que si on a plus de buissons, la neige s'accumule plus, donc le froid pénètre moins dans le sol, donc le pergélisol dégèle plus vite. On a une série d'impacts en cascade qui sont très importants. Et puis, pour revenir sur l'île Bylot, depuis 1960, les glaciers ont diminué en superficie d'environ 5%. La neige fond au printemps de plus en plus tôt, de plus en plus hâtivement. On le mesure très bien. La croissance des plantes est de plus en plus grande, donc la biomasse au-dessus du sol augmente de manière très, très soutenue. Par contre, on ne trouve pas encore d'effet au niveau trophique supérieur chez les herbivores et les prédateurs. J'imagine que ça viendra un jour, mais pas pour l'instant. Donc, ces changements climatiques, c'est vraiment une pression, une source de changement extrêmement forte, et pas juste pour l'ours polaire. L'industrialisation de l'Arctique, c'est une autre source de changement. Sur ce graphique ici, je trouve qu'il représente bien les changements rapides que l'on observe dans l'Arctique. Vous voyez la première traversée, le premier passage dans le passage du nord-ouest par Amundsen au début du XXe siècle. Et puis vous voyez le nombre de bateaux qui passent dans le passage du nord-ouest et qui augmente de manière extrêmement rapide. Alors ça reflète l'activité industrielle qui augmente dans l'Arctique. Et sur cette photo, mais ce matin, on a eu une très bonne présentation sur toute la question de l'exploration et de l'exploitation pétrolière. C'est une carte qui montre certains gisements de pétrole qui sont plus ou moins certains, mais qui montrent à quel point cette ressource-là est présente dans l'Arctique. Et étant donné la croissance fulgurante de notre espèce et l'appétit pour de l'énergie, et on en est vraiment rendu maintenant à aller dans tous les fonds de tiroirs, au fond des océans et autour des pôles pour récupérer cette énergie-là. Donc il n'y a pas beaucoup de doute que ça va se développer dans l'avenir. Sur l'île Bylot, je reviens toujours à mon expérience concrète. Bien, depuis que je travaille là-bas, depuis une douzaine d'années, les pressions pour l'exploration
dans la région de l'île, surtout la flèche devrait peut-être être par ici, s'intensifie beaucoup et on commence à voir apparaître des conflits d'usage dans certaines régions. Au sud de l'île Bylot, une énorme mine de fer est en train maintenant de rentrer en opération. Les barges vont amener le minerai directement à Rotterdam. Ils ne vont pas ailleurs au Canada, ils vont directement à Rotterdam. Et puis le nombre de bateaux de tourisme à Pond Inlet était de 1 ou 2 bateaux pendant l'été au début des années 2000. Et maintenant, c'est plus 15, 20 pendant l'été. Donc il y a une augmentation très rapide de l'activité humaine dans ces endroits-là. L'arrivée de nouvelles espèces, les espèces exotiques qui envahissent des nouveaux milieux, on connaît ça très bien dans beaucoup de milieux. Dans l'Arctique, c'est beaucoup moins présent. Il y a un exemple ici en Islande d'une espèce de lupin, je crois, mais que je connais mal, donc je ne vais pas beaucoup vous en parler. Par contre, dans l'Arctique canadien, dans la baie d'Hudson, on voit le nombre d'observations d'orques qui augmente en ce moment très très vite. C'est une espèce très peu adaptée pour la vie dans la glace, mais la glace est de moins en moins présente. Et puis, sur l'île Bylot, maintenant, on a le renard roux, le même que l'on a dans la région parisienne. Enfin, pas tout à fait le même, c'est quand même le renard roux nord-américain, mais c'est la même espèce. Et il est arrivé sur l'île Bylot dans les années 50. Et les Inuits s'en souviennent très bien. Ils nous disent en 1953. Et d'ailleurs, on trouve les traces dans les registres de vente de fourrure. Et maintenant, il se reproduit sur l'île Bylot. Et il y a quelques endroits les plus productifs où il y a beaucoup de renards arctiques, de lagopèdes, où le renard arctique ne se reproduit plus. C'est le renard roux qui est plus gros, plus dominant, qui a pris la place. Le transport des contaminants, là aussi, on a eu une excellente conférence sur ce sujet-là. On en libère dans notre environnement partout sur la planète, et puis une partie qui s'évapore, retombe dans l'Arctique ou bien est entraînée par les courants marins et reste piégée là, dans certains cas, dans beaucoup de cas probablement, parce qu'ils ne peuvent pas se réévaporer. Et certains d'entre eux rentrent dans la chaîne alimentaire et puis sont concentrés même dans certains organismes. Quand on a fait le Arctic Biodiversity Assessment, on a cherché des cas où des populations étaient en déclin à cause de la contamination. On n'en a pas trouvé. On n'arrivait pas à mettre le doigt sur des exemples de crise démographique dues à ce phénomène-là. Par contre, ils sont présents partout, et comme chez les humains, et on peut supposer des effets peut-être plus subtils pour l'instant, mais qui sont certainement réels en termes physiologiques. L'acidification des océans. Alors, c'est un très vaste problème qui va certainement beaucoup prendre d'importance dans nos discours. Tout le gaz carbonique qu'on émet en partie se dissout dans les océans et puis contribue à diminuer son pH, à l'acidifier. Et tous les organismes qui fabriquent des squelettes calcaires se trouvent dans des conditions qui sont moins favorables pour le faire. Et c'est un énorme problème dans les milieux où il y a des récifs tropicaux. Dans l'Arctique, à ma connaissance, c'est encore pas considéré comme un énorme problème, mais on ne peut s'attendre qu'à une amplification de ce problème-là. Et puis, finalement, il y a aussi des sources de pression sur la biodiversité arctique qui viennent d'autres endroits qui ne sont pas situés dans l'Arctique pour les espèces qui voyagent et pour les oiseaux migrateurs, comme les limicoles. La grande majorité des populations de limicoles qui nichent dans l'Arctique sont en déclin, mais vraiment des déclins parfois très sévères. Et c'est surtout vrai pour toutes les espèces qui circulent dans l'est de l'Asie, parce que les milieux humides dans l'est de l'Asie sont transformés à une rapidité extrême en ce moment. Et il y a vraiment des espèces qui sont en train de probablement disparaître, qui nichent en Russie, en Sibérie. Et au Canada, on a beaucoup d'espèces aussi en déclin, mais moins que dans la partie asiatique de l'Arctique. Voilà, alors quand on fait la liste de ces sources de pression, il y en a deux en fait qui ressortent et qui nous permettent d'isoler deux enjeux qui sont encore plus importants que les autres. Bon, les photos que vous voyez, c'est juste pour faire des belles photos. Là, il n'y a pas nécessairement un rapport avec ce que je dis. La première, c'est le climat. On en a sans arrêt parlé, et c'est valable pour l'ours polaire, mais pour beaucoup d'autres espèces. D'ailleurs, ça, c'est un parasite, et une de mes collègues qui travaille dans l'ouest du Canada est spécialisée dans les parasites des caribous et des bœufs musqués, et elle voit certaines espèces qui sont en train de monter vers le nord parce que leur cycle vital, qui était impossible il y a quelques années, devient possible avec les températures qui deviennent un peu plus clémentes. Alors ça, c'est juste un paysage, mais quand on est habitué à lire les paysages de l'Arctique, vous voyez toutes ces lignes ici,
elle nous indique qu'il y a des gros coins de glace sous le sol qui peuvent être très hauts, là, plus hauts que moi. Et ces coins de glace, d'ailleurs, je n'ai pas mis de photo, mais sur l'île Bylot, on en voit certains fondre parfois. Et ça fait des grandes tranchées dans la toundra. Et ça se développe en quelques années. Parce que si la fonte commence à un endroit, les eaux de ruissellement ensuite passent dans cette tranchée. Et puis et cette eau ensuite amène de la chaleur dans ces coins de glace et puis les font fondre très très vite. Donc un paysage comme celui-ci où il n'y a aucune trace humaine peut changer quand même relativement vite dans certains cas. La deuxième source de changements qui peuvent être très rapides, au moins localement, c'est vraiment l'industrialisation. Pas nécessairement toujours parce que, par exemple, lorsqu'une mine s'ouvre à un endroit, les effets directs de la mine sont évidents à l'endroit où on creuse, mais il y a aussi toute une panoplie d'effets indirects qui peuvent se produire. Par exemple, les ouvriers qui sont là, si pendant la fin de semaine, ils vont chasser ou ils vont se promener aux alentours, ils peuvent avoir un effet indirect qui, au bout du compte, est beaucoup plus important que l'effet de la mine en tant que telle. Donc, l'industrialisation, puis on a vu beaucoup d'exemples dans les présentations précédentes, c'est une source de changement qui peut également être très importante et qui va s'amplifier dans le futur. Bon, ça, c'est une image un peu choc. C'est une image qui a été prise dans le nord du Québec il y a quelques années et qui montre qui symbolise un petit peu cette puissance mécanique des humains qui potentiellement a un impact énorme sur les espèces localement. Surtout que beaucoup d'espèces dans l'Arctique ne sont pas très farouches. Là, les caribous, par exemple, ne sont pas très farouches. Ils ne s'éloignent pas beaucoup des humains quand on s'en approche. Alors, ici, j'ai simplement fait un copier-coller de la table des matières du rapport pour les décideurs du Arctic Biodiversity Assessment avec le titre des principales recommandations que l'on avait isolées à la fin de notre travail. Et je vais les commenter. La première, c'était sans aucun doute, il n'y a personne qui remettait en cause parmi les centaines de scientifiques qui ont travaillé sur cette synthèse, le fait que le changement du climat, c'est la source de pression principale, de loin. Parce que, comme je l'ai dit, il y a toutes sortes d'effets directs qui s'appliquent, y compris à la structure des milieux, pas juste à leur fonctionnement, mais vraiment à la structure physique de ces environnements-là. La gestion écosystémique, la gestion basée sur la compréhension des écosystèmes, c'est un autre enjeu très important parce que lorsque l'on essaye de gérer du mieux qu'on peut des populations animales ou végétales, lorsque l'on essaie de prendre au cas par cas les effets de telle source de dérangement ou de telle industrie, on n'arrive jamais à brosser un tableau complet des effets sur la biodiversité. Et parce qu'il y a de nombreux effets cumulatifs que l'on ne prend pas en compte si on étudie les choses de manière isolée. Et donc, il faut réussir à bâtir un système de gestion basé vraiment sur les écosystèmes et leur fonctionnement dans leur ensemble. Et ça paraît difficile à faire, mais par exemple, les forêts québécoises maintenant sont gérées par une nouvelle loi qui fait en sorte que c'est une gestion de type écosystémique. Donc, c'est possible de le faire, mais on en est très, très loin dans l'Arctique. Et la pression législative au niveau de certains gouvernements nous amène plutôt dans l'autre direction, à sectionner le plus possible les différents impacts, de manière peut-être à nuire le moins possible à certains types de développement. Et ce qui fait qu'on ne va pas du tout dans cette direction-là, en tout cas dans certains pays. La troisième priorité, et là, à partir de là, on commence à entrer dans des recommandations qui sont valables pour toutes sortes d'autres écosystèmes ou d'autres biomes. La mainstreaming biodiversity, le fait que la biodiversité devienne un enjeu principal dans toutes les décisions que l'on prend, dans toutes les discussions que l'on a, dans les plans de développement régionaux, pour nous, évidemment, c'est un enjeu majeur, c'est une recommandation majeure. Là aussi, on en est très, très loin, parce que ça vient souvent après coup, lorsqu'on a pris toutes sortes d'autres décisions auparavant. Identifier les zones qui sont importantes et puis les sauvegarder, les zones importantes pour la biodiversité. Au Canada, il y a des grands parcs maintenant dans l'Arctique. L'île Bylot, d'ailleurs, fait partie du parc de Sirmilik, le parc national du Canada de Sirmilik. Et il y a eu beaucoup d'efforts de fait au Canada dans ce sens-là. Mais la solution, ce n'est pas de tout mettre en parc, mais il reste que c'est important qu'on ait des zones, surtout quand ce sont des zones qui concentrent une partie importante de la biodiversité, qui soient vraiment à l'abri des menaces les plus importantes. L'avant-dernière ligne ici,
Bon, évidemment, il n'y a rien de très surprenant là. Bien, se préoccuper de certaines sources de stress individuelles sur la biodiversité. Donc, parmi celles que j'ai mentionnées, bien, il faut quand même travailler sur chacune d'elles et puis approfondir nos connaissances et nos décisions pour chacune d'elles. Puis finalement, bien, évidemment, faire de la recherche, augmenter notre base de connaissances et puis la sensibilisation envers le public. Donc, c'est ce qui était ressorti de notre travail. Et à Trondheim, en décembre, on aura une réunion en Norvège où on va... Une réunion avec des scientifiques, des gestionnaires, des décideurs, où on va, pendant quelques jours, échanger à partir des résultats de ce travail-là. Bon, je vais maintenant peu à peu arriver à la question de quel avenir pour l'ours polaire. Et bon, ce qu'on met en lumière à l'issue de ce résumé, c'est que d'un côté, la biodiversité a tout un tas de valeurs, comme je l'ai résumé rapidement, et d'un autre, il y a des ressources dans l'Arctique et il y a des activités humaines à partir de ressources comme le pétrole, le gaz, qui ne sont pas nécessairement situées dans l'Arctique, mais qui sont des valeurs importantes aussi pour nous chaque jour. On utilise chaque jour ces ressources-là. Et puis, on est à la source, en fait, de ce conflit entre ces types de valeurs. Chaque jour, on est chacun de nous à la source de ce conflit-là. Qu'on habite dans l'Arctique ou qu'on habite à Paris, les enjeux sont globalisés et notre compréhension maintenant du fonctionnement du système terrestre est globalisé. Et c'est pour ça que ce sont des enjeux si complexes, parce que quel que soit là où on habite, on est responsable de ces enjeux-là et on est toujours en porte-à-faux et en contradiction avec nous-mêmes parce qu'on veut ménager la chèvre et le chou alors qu'on mange la chèvre et le chou. Alors, la question de l'ours polaire est très intéressante parce que, et là, je n'ai pas réfléchi longtemps à ça, mais j'ai l'impression que l'ours polaire, c'est peut-être le seul grand prédateur pour lequel il n'y a aucun groupe de pression humain qui veut absolument détruire l'ours polaire ou du moins diminuer ses populations. Si on pense aux ours bruns, ou si on pense aux loups, si on pense aux lions, aux tigres, aux requins, il y a toujours un groupe de personnes quelque part qui ne les aiment pas. Mais pour l'ours polaire, on trouve rarement ce genre de personnes-là. Les personnes qui habitent à leur contact se sont habituées à le faire, ont développé des comportements adaptés. Et puis les gens qui habitent loin des ours polaires les aiment systématiquement. Donc il n'y a personne qui est contre l'ours polaire. Et dès qu'on se préoccupe de la conservation de l'ours polaire, on a vraiment un effet de poupée russe, c'est-à-dire que immédiatement, on ouvre la première poupée russe et puis on en a une deuxième, c'est-à-dire que les questions qu'on se pose sont valables pour toute la biodiversité arctique. Donc les grands enjeux dont je parlais, le changement du climat, etc., ils s'appliquent à l'ensemble de la biodiversité arctique. Mais si on approfondit un peu, on se rend compte que ce n'est pas juste la biodiversité arctique, c'est l'ensemble de la biodiversité mondiale qui est sous la pression de nos activités presque de chaque jour. Alors on est obligé d'approfondir beaucoup notre réflexion à cause de l'ours polaire. Mais en fait, ce n'est pas fini parce que tous les questionnements qu'on se pose à propos de la biodiversité nous renvoient à nous-mêmes et, comme je disais, à nos comportements et à notre bien-être de chaque jour, et donc et à beaucoup d'autres questions environnementales qui touchent la planète, et donc à notre espèce. Et puis au bout du compte, on finit par des questions très philosophiques sur notre destinée et puis nos choix collectifs et tout ça en partant de l'ours polaire. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est la question de ce colloque qui est très très riche, parce que si on pouvait identifier des méchants qui veulent tuer les ours polaires, ce serait très facile. Mais on ne peut pas. Ou si on en identifie, eh bien on en fait partie. Alors c'est complexe, mais c'est d'autant plus intéressant parce que ça nous oblige à creuser les choses. Et je vais terminer avec une citation que j'ai ajoutée hier. J'ai trouvé hier en achetant un livre chez un bouquiniste. Là. Ça date du 19e siècle. C'était un ornithologue, Macmillan, qui s'intéressait aux condors, mais on pourrait remplacer condor par ours polaire. Il faut sauver les condors, pas tellement parce que nous avons besoin des condors, comme l'ours polaire finalement, on n'a pas besoin tant que ça, mais parce que nous avons besoin de développer les qualités humaines nécessaires pour les sauver. Et si effectivement, dans 200 ans, il reste des ours polaires sur la planète, on peut être certain que ce sera une planète très différente que s'il n'en reste pas, parce qu'on aura dû faire un très grand ensemble de choix et on aura pu démontrer qu'on était capable d'assumer ces choix-là. Alors, ma dernière diapositive, c'est une photo d'ours polaire que je trouvais originale parce qu'on la prend rarement avec nos petits appareils photo. Et je vais terminer là-dessus. Voilà, merci.